bonsoir et merci de rejoindre à nous pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres, restez avec nous. 14 juillet, journée mondiale du don de sang. Ils ne sont que 17 000 donneurs en Mauritanie, insuffisant pour couvrir les besoins du pays. L'État mauritanien augmente l'aide publique aux médias nationaux, une mesure saluée par les responsables de l'audiovisuel. C'est officiel, le fauteuil du commandant de la force échoua à notre compatriote, le général de division Hanan Woulsidi. Bienvenue à tous. Les résultats du baccalauréat session 2018 ont commencé à tomber. Nous y reviendrons dans de plus amples détails demain, Inch'Allah. Le don de sang en tant qu'acte de solidarité, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée du donneur de sang. En Mauritanie, le nombre de donneurs de sang est estimé à 17 000 en 2017 seulement. La quantité de produits sanguins collectés ne couvre pas les besoins du pays. Instituée depuis 2004 par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée a pour but d'exprimer la reconnaissance aux donneurs de sang bénévoles pour leurs gestes qui sauvent des millions de vies chaque année dans le monde. Suivons le docteur Khajetou Ba, directrice du Centre national de transfusion sanguine. La célébration de cette journée constitue également une opportunité de sensibiliser les populations sur la nécessité de donner du sang volontairement, bénévolement et régulièrement, seul moyen pour garantir un approvisionnement suffisant et parvenir à l'autosuffisance au niveau national. La Commission électorale nationale indépendante a clos vendredi à minuit à réception des dossiers de candidature aux prochaines élections de septembre. Une seule formation politique, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a présenté des listes dans toutes les communes du pays, 219 au total. L'UPR a par ailleurs présenté des listes candidates pour 13 conseils régionaux. En vertu d'un accord électoral entre les partis du FNDU, Tawassoul sera le seul parti de l'organisation à présenter des candidats pour 6 communes de la capitale Nouakchott. En contrepartie, Tawassoul ne présentera pas de candidature pour les 3 communes restantes, Ksar, Sepra et Riyad. Je vous le disais en titre, changement de tête au commandement de la force conjointe du G5 Sahel. Didier Dako, le général malien qui en assurait le commandement, et son adjoint, le burkinabé Yaya Serré, ont été remerciés. Au poste de pilotage du commandement de la force du G5 Sahel, c'est désormais le général Hanan Woulsidi, chef de l'état-major général adjoint de l'armée mauritanienne, décrit comme réservé, prudent mais efficace par un fin connaisseur qui prend les rênes. Le Mauritanien sera secondé par le général que le Tchad devrait désigner dans les prochaines heures. Voilà pour commenter cet événement. Nous recevrons ce soir sur ce plateau Isselmou Salehi, journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires au Sahel. Bonsoir Isselmou. Bonsoir madame. Merci de vous joindre à nous. Un Mauritanien vient d'être désigné à la tête du conjoint, de la force conjointe du G5 Sahel. Selon vous, qu'est-ce qui motive ce choix? Je pense que dans une première lecture, peut-être que le mandat de l'ancien commandement de la force conjointe G5 est venu à terme et que, vu qu'il s'agit d'une force conjointe, c'est le tour, par exemple, de la Mauritanie et du Tchad, de ce binôme qui est réputé dans la région pour l'efficacité de ses services de sécurité et de défense. Donc je pense que peut-être il s'agit d'un mandat qui est terminé et d'un mandat qui s'ouvre pour nos deux pays, mais aussi on ne peut pas ne pas lier le changement intervenu à la tête de la FCG5S. On ne peut pas aussi le séparer complètement du contexte, notamment les récents bouleversements sur le plan sécuritaire avec l'attaque du poste de Sévaré, qui est l'état-major
de la force conjointe, et aussi avec certains dérapages qui se sont produits tout récemment dans la zone de Boulekessi spécialement. Donc moi je pense que l'explication doit se situer à ce niveau. La prise de décision, comme vous le savez, se fait au niveau des chefs d'État de la force conjointe, les 5 pays que vous connaissez, les 5 pays du G5 Sahel. Et cette décision semble avoir été prise. Voilà, quel apport peut-on attendre de cette direction mauritano-tchadienne dans la lutte contre les groupes armés justement au Sahel? Moi, je pense que ce sera un apport de qualité, mais surtout, comme vous l'avez dit, un apport d'efficacité. Les 2 officiers supérieurs qui président maintenant à la tête de la force conjointe sont des officiers qui dirigent des armées qui ont une excellente réputation dans la région en matière de lutte contre le terrorisme et des crimes transfrontaliers. La Mauritanie, vous le savez, depuis 2010, avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers, vous savez le résultat obtenu, la peur a changé de camp, l'armée se projette en territoire ennemi, il y a des opérations de qualité qui ont été menées, notamment des attentats aux véhicules piégés déjoués, notamment l'attaque de Bassiknou déjouée en 2010, même s'ils sont revenus en 2011 pour attaquer Bassiknou à nouveau en juillet précisément, mais ils ont trouvé que les militaires mauritaniens les attendaient. Le contingent de l'armée tchadienne aussi a une excellente réputation au nord du Mali, ils ont participé à l'opération Serval, et ils participent présentement à l'aménagement. Aussi le contingent tchadien s'est également rendu célèbre à la fois en Centrafrique et dans la zone du lac du Tchad. Donc ce sont 2 hauts responsables militaires issus de 2 armées qui ont un très grand bilan, et ils vont certainement amener avec eux leur approche et leur efficacité, et évidemment dans une conjugaison d'efforts avec les armées des FAMA de la République sœur du Mali, et avec aussi l'armée burkinabé et avec l'armée nigériane. Donc je suis personnellement très optimiste. Je sais que l'ancien commandement a fait ce qu'il a pu. Il y a ce que l'ancien commandement ne pouvait pas faire, c'est la mobilisation des ressources au niveau international. Sur ce plan-là, s'il y a des lacunes, ce n'est pas la faute de la force conjointe ni la faute des dirigeants des pays du G5 Sahel. Donc, je peux dire que vous avez une idée peut-être de l'homme que le Tchad va choisir? Oui, justement, c'est le général Omar qui a commandé en 2006-2007 le contingent tchadien en Centrafrique, et qui a commandé évidemment les troupes tchadiennes déployées au Mali en 2013. C'est aussi un officier de terrain qui a une grande expérience de la lutte contre les groupes armés, qui va seconder notre compatriote auquel nous souhaitons une excellente chance et auquel nous sommes aussi sûrs de son succès, parce que tout son parcours a été jalonné de succès jusqu'à présent. D'accord, donc on peut être optimiste quant au nouveau commandement que c'est le bon. Oui, on est optimiste, on est très optimiste, mais il y a, comme je vous l'ai dit dans une réponse à une précédente question, il y a ce qui dépend de nous en tant que Sahéliens, mais aussi il y a ce qui dépend de la communauté internationale. Il faudrait que cette force conjointe, il faudrait qu'elle soit déployée sous un mandat onusien. Il faudrait aussi que la communauté internationale lui affecte les ressources nécessaires à son déploiement et à son équipement. Parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas un problème national, c'est un problème international. Et nous, en tant que Sahéliens, on contribue avec les hommes, on contribue avec le sang de nos enfants, avec le courage de nos soldats. Et on contribue, mais aussi il faudrait que la communauté internationale apporte sa contribution. Tout à fait. Merci beaucoup Selmo Salehi. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialisé plutôt des questions sécuritaires au Sahel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de l'invitation. Dans le reste de l'actualité, la fabrication de matériaux de construction, un levier pour la création des emplois et la promotion des petites et moyennes entreprises. Hamaoula Djagana a fait le tour de quelques dépôts de briques et de pierres décoratives. Image. Quand le bâtiment va, tout va. Un proverbe qui prend toute sa signification en Mauritanie. Des camions chargés de coquillages et de sable stationnés aux principaux carrefours de la capitale, un spectacle devenu anodin à Nouakchott, où le secteur de la construction est en plein boom ces dernières années. Premiers bénéficiaires de ce marché du bâtiment, les petites et moyennes entreprises de fabrication de matériaux de construction. Il y a une dynamique certaine de l'économie qui est, entre autres, le fait de l'évolution positive du secteur du bâtiment, la promotion de l'entrepreneuriat et l'investissement dans la fabrication des matériaux de construction. Cette évolution du BTP impacte directement les autres activités liées à la construction.
Des milliers d'emplois ont été créés dans la maçonnerie de briques et le transport de coquillages. Les pierres décoratives ont aussi de beaux jours devant elles. C'est l'une des activités les plus innovatrices sur ce marché. Elle rehausse la beauté des murs et devantures des maisons. Les gens viennent de découvrir la valeur de ces pierres décoratives. C'est maintenant un marché florissant qui génère d'importantes ressources financières pour tout le monde et rend les maisons plus belles. Les pierres sont importées de l'Adrar, d'Ayoun et de Tikjija. Valoriser les pierres décoratives, une tendance irréversible avec une nette préférence pour les minarets, symbole du patrimoine culturel et religieux de notre pays. Les services consulaires du Maroc présents dans les villes de Nouakchott et de Nouadhibou délivrent annuellement 30 000 visas aux Mauritaniens candidats au voyage. Pour le Maroc, 25 000 autorisations de voyage sont accordées à partir de Nouakchott, alors que le consulat de Nouadhibou en délivre 5 000. Expliquant l'importance du nombre de voyageurs mauritaniens se rendant annuellement au Royaume du Maroc, une source consulaire a indiqué que cela traduit la solidité des liens entre les deux peuples. Par ailleurs, ces titres de voyage sont désormais délivrés avec une extrême célérité, 24 heures tout juste. C'est sans doute une conséquence de l'arrêt de diffusion qui a frappé il y a quelques mois les télévisions et radios privées du pays. Les autorités viennent de s'engager à soutenir ces médias privés en multipliant par deux le quote-part dans le cadre de l'aide publique à la presse. La mesure est plutôt bien accueillie quand on sait que jusqu'à ce jour, Chinguetti TV et Dava sont toujours hors service. Un reportage signé CRCDB. Chinguetti TV est toujours sans signal. Elle avait été fermée en octobre 2017 à la suite d'une mesure de la TDM, Société de télédiffusion de Mauritanie, sommant les 5 radios et télévisions privées de s'acquitter de leurs redevances impayées. Chinguetti Télévision se prépare à reprendre du service, d'autant plus que les autorités viennent de prendre des mesures visant à soutenir les télévisions privées. En tout cas, ces mesures sont les bienvenues du fait que depuis des mois, les télévisions privées sont à l'arrêt et cette décision de l'État de prendre en charge 50% des frais de diffusion contribuera beaucoup pour la continuité de ces sociétés. Pour les professionnels des médias, il s'agit d'une mesure salutaire. J'espère que cette mesure aura des répercussions positives sur la presse audiovisuelle en vue de l'établissement de contrats pour la presse, une professionnalisation de la formation notamment, mais aussi le retour de certaines chaînes qui tardent à revenir sur la scène. Le 17 octobre 2017 à 12 h, toutes les 5 télévisions privées de Mauritanie, Sahel Télévision, El Watania, Mourabitoun, Chinguetti et Dava avaient perdu leurs signaux. Elles n'émettaient plus. Sur le coup, aucune télévision privée n'a pu régler ses dettes auprès de la TDM. 3 mois après, Mourabitoun a repris du service. Et les autres télévisions, Sahel Télévision, El Watania, ont retrouvé leurs signaux 8 mois après. À ce jour, seuls Chinguetti Télévision et Dava sont encore sous le coup de cette mesure. Cette rupture de signal des télévisions privées a mis à rude épreuve la loi 045-2010 instituant la libéralisation de l'espace audiovisuel et consacrant le pluralisme des opinions. Direction au Sénégal, l'opposition satisfaite après la mobilisation enregistrée hier lors de la marche organisée contre le pouvoir. Elle avait à sa tête différents leaders de l'opposition, dite significative, mais aussi des mouvements de soutien à Karim Wade et Khalifa Sall. L'opposition fustige des décisions prises par l'État qui cherche à écarter, dit-il, ces deux personnalités politiques de la prochaine présidentielle prévue en février 2019. Récit signé Hamaoula Djagana. L'opposition sénégalaise, réunie autour du Front démocratique et social de résistance nationale, FNR, a marché dans les rues de Dakar hier pour dénoncer la gestion du pays par le président Macky Sall.
De la place de la Nation au rond-point d'Oudundia et Comborose, la marche de l'opposition s'est voulue dynamique. Pour marquer notre présence et dénoncer effectivement tout ce qui a lieu de dénoncer dans la gouvernance de notre pays, mais en particulier le dernier en date et qui nous a particulièrement choqué et qui nous a fait sortir parce que nous estimons qu'il faut se mobiliser contre ça, c'est sur l'affaire Khalifa Sall, suite justement au verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Nous sommes ici pour inviter le président de la République Macky Sall à faire tout ce qu'il est capable de faire pour que, parce qu'on sait qu'il y a effectivement des relents politiques derrière, pour que Khalifa Sall soit libéré. Les opposants ont en effet marché comme prévu tout au long de l'itinéraire arrêté par l'autorité préfectorale. Avec t-shirts et tenues montrant les effigies des leaders de l'opposition, les photos de Karim Wade et de Khalifa Sall étaient cependant les plus visibles. Banderoles et pancartes à la main, ces manifestants ont, entre autres revendications, demandé la libération du maire de Dakar, la validation de la candidature de Karim Wade et la tenue des élections en toute transparence. Ce qu'on vient de remarquer, c'est que l'État ne respecte plus les droits des citoyens. Le processus électoral a été biaisé, raison pour laquelle on impose que le processus électoral soit respecté et qu'on puisse laisser à qui que ce soit, à tout un Sénégalais, de pouvoir être candidat. Comme le disait Abdou Diouf, mais on n'acceptera pas que Macky Sall choisisse ses propres opposants, ses propres, n'est-ce pas, adversaires. Donc nous exigeons la libération de Khalifa Ababacar Sall et aussi le retour de Karim Wade sans condition. Le mot d'ordre, ce n'est pas seulement libérer Khalifa, mais c'est de libérer le Sénégal. En libérant le Sénégal, il faudrait libérer l'ensemble des prisonniers politiques, mais il faudrait mettre les Sénégalais dans des conditions qui puissent les permettre de faire un choix démocratique, libre. Mais c'est de créer les conditions qui puissent permettre aux Sénégalais d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, mais de plus bénéficier de bonnes conditions de la santé. La pénurie d'eau qui agresse actuellement certaines populations de Dakar s'est aussi invitée à la marche. Sur les affiches des pancartes brandies par certains, on pouvait ainsi lire « On a soif ». La marche de l'opposition s'est terminée en toute tranquillité, à la grande satisfaction des leaders de l'opposition et de leurs partisans qui ont promis de continuer le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. De nouveaux raids israéliens sur Gaza, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts seraient importants. Cyril Sidibé nous en dit plus. Nouvelle série de frappes aériennes israéliennes cet après-midi dans la bande de Gaza. Ces raids qui ont donné lieu à une riposte palestinienne interviennent au lendemain d'affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, où 2 Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés par les forces israéliennes. Côté israélien, un soldat a été blessé. Selon des sources sécuritaires palestiniennes et des témoins, des avions de chasse israéliens ont attaqué des cibles du Hamas dans l'ensemble de l'enclave sans faire de blessés. Des tirs de roquettes et de billes de mortier ont été effectués vers Israël depuis le territoire palestinien. Ce samedi, dès les premières heures, l'armée israélienne a reconnu avoir effectué des raids nocturnes contre des cibles du Hamas, notamment 2 tunnels et un camp d'entraînement. Sport à présent, la Belgique s'impose sans trembler face à l'Angleterre, 2-0 grâce aux réalisations de Thomas Meunier et d'Eden Hazard. Les Belges réalisent leur meilleure performance dans cette Coupe du Monde 2018 en terminant à la 3e place de la compétition comme en 90. Les Three Lions finissent eux au pied du podium. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres comme chaque soir. 14 juillet, journée mondiale du don de sang. Ils ne sont que 17 000 donneurs en Mauritanie, insuffisant pour couvrir les besoins du pays. L'État mauritanien augmente l'aide publique aux médias nationaux, une mesure saluée par les responsables de l'audiovisuel. C'est officiel, le fauteuil du commandant de la force échoua à notre compatriote, le général de division Hanana Oussidi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et bonsoir.